Un artiste, pour moi, c'est un super-héros qui n'est pas encore au courant qu'il a des super-pouvoirs. Il a quelque chose en lui, soit il sait pas l'utiliser, soit il sait pas que c'est là. Et un jour, boum, tu cherches du boulot, t'envoies 40-50 CV par jour et on te répond pas, ou alors on te répond à côté. Tu changes ton nom sur le CV, tu reçois des réponses. Tu l'as fait ce test? Ouais, clairement. Tu te sens entrepreneur? J'aime pas les cases, t'es entrepreneur ou t'es banquier ou t'es commercial, c'est une case. Moi je dirais plutôt débrouillard. Je vais te convaincre une fois et je vais pas tenir ma parole derrière. Est-ce que je peux te convaincre une deuxième fois? Moi non. Voilà. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Weglot, la solution française de traduction instantanée de votre site web dans toutes les langues. Weglot, vous l'aurez compris, c'est l'outil indispensable pour toute entreprise qui veut s'internationaliser sans trop se prendre la tête. Une installation super simple, des traductions de qualité et contextualisées grâce à l'IA générative, un dashboard pour éditer tout le contenu et bien sûr un site multilingue en ligne en quelques minutes. Il travaille déjà avec plus de 40 000 marques dans le monde, que ce soit des PME comme des grands groupes. Mais on va pas se mentir, celui qui en parle mieux, c'est son CEO, Augustin Pro, que j'ai eu le plaisir de recevoir, épisode 236. Il nous explique tout simplement comment ils arrivent à faire avec une solution de traduction 34 millions de chiffre d'affaires annuels récurrents avec seulement 62 employés. Je vous invite à aller faire un tour dès maintenant sur weglot.com. Ils viennent d'ajouter un tas de fonctionnalités boostées à l'IA pour justement vous faire perdre le moins de temps possible. Un grand merci à Weglot de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre et surtout à miser sur vous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Je sais pas si c'est parce que je suis un Algérien que je me mets à parler avec les doigts. J'allais commencer par un salam alaikum ou alors parler d'art, de vinyle. Bon, Saber, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ouais, comment on s'est rencontrés? Raconte-moi ça. Comment on s'est rencontrés? Bah tu m'as vanné, écoute. Tu m'as vanné. C'est le stand-upper refoulé C'est qui prend chaque situation pour faire chier. Alors, on s'est rencontrés aussi, bon, évidemment, dans le cadre du travail, dédicace à Weglot qui nous a fait rencontrer. Ouais. Mais surtout, on s'est rencontrés sur une... J'ai l'impression qu'on a des passions en commun. Exactement. Qui sont? Le vinyle, la musique et plein d'autres, j'imagine. Et surtout, moi, je ne te regarde pas, je vois juste mon vinyle, le plus cher ever. Et c'est ce mec-là qui m'a planté la graine dans la tête un soir. Et je crois, 4 jours après, je l'avais acheté. Bon, raconte un truc, pourquoi le vinyle? Pourquoi on va parler de vinyle aujourd'hui? Parce que Vinyl IC. Qu'est-ce que Vinyl IC? Vinyl IC, c'est une plateforme qui te permet de créer des vinyles personnalisés. Donc, on est la boîte qui permet aux petits artistes de se développer, d'avoir un produit physique avec leur musique, mais aussi leurs émotions, leur direction artistique. Pour ceux qui ne peuvent pas se payer une presse complète avec 2, 4, 6, 10 000 exemplaires, ils peuvent en faire un ou plus, à prix réduit forcément. Et ça leur permet justement d'immortaliser leur musique et d'avoir un produit qui tient toute la vie. J'ai envie de rentrer dedans, mais on va prendre un step de recul, très bien expliqué. T'es musicien? Pas du tout. Ouh là là. Il y a des musiciens dans ton entourage ou même pas? Dans mon entourage, oui. Donc, mais via Vinyl IC ou avant? Pas que, avant, un petit peu de Vinyl IC, un petit peu de ma vie d'avant aussi. Moi, j'ai toujours été passionné par la musique, donc forcément, je m'en suis un petit peu rapproché, mais sans plus. Bon, j'y arrive, c'est ma première question. Et Ouais. tu sais, je la pose souvent à des invités, mais je trouve que tu t'y prêtes parfaitement, puis on en avait parlé. Tu te sens entrepreneur ou artiste aujourd'hui? Artiste, ce serait trop un but de ma personne parce que je produis pas de choses qui vont te faire kiffer ou que tu vas pas m'écouter avant de dormir. Tu vas pas porter mes vêtements. Attention, ça peut arriver. J'allais dire pas encore, Pas encore. Non, je dirais entrepreneur, je dirais débrouillard plutôt. Ah, c'est drôle. Ouais. Parce qu'entrepreneur, c'est... Excuse-moi. Non, mais vas-y, dis-moi, parce qu'entrepreneur... J'aime pas les cases. Pour moi, c'est une case. T'es entrepreneur ou t'es banquier ou t'es commercial. C'est une case. Moi, je dirais plutôt débrouillard. Il y a des gars entrepreneurs, il y a des gros chefs d'entreprise et il y a des débrouillards. J'adore débrouillard, on va en reparler dans 30 secondes. Ouais. Juste avant, je veux parler des artistes. Ouais. Juste avant, tu as dit ce serait un but de ma personne que de dire que je suis un artiste. Ouais. Donc moi, je vois beaucoup d'humilité dedans. Et je le sais parce que tu caractérises les artistes d'une certaine manière. Tes clients. Tu peux m'en parler, s'il te plaît? C'est quoi un artiste pour toi? Alors, un artiste, pour moi, c'est ma définition, c'est un super-héros qui n'est pas encore au courant qu'il a des super-pouvoirs. Il a quelque chose en lui, mais soit il sait pas l'utiliser, soit il sait pas que c'est là. Et un jour, boum, soit ça se déclare, soit il apprend à le travailler pour contrôler un petit peu cette force et ce don. C'est ça un artiste.
Toi, t'en as rencontré et c'est la mission que je me suis donnée. Personne ne me l'a donnée. Okay. À mon humble échelle, moi, j'ai envie d'aider ces gens à exprimer leur art, leur passion. Et je pense qu'on a tous un don, on va en reparler. Peut-être ton don, c'est la débrouillardise. Je voudrais juste comprendre là-dessus des artistes que toi, tu as vus, qui ont peut-être émergé, qui ont pris confiance, qui ont pu exprimer leur art. C'est quoi le déclic? Par rapport au vinyle? Non, pas forcément au vinyle. Là, je te parle juste d'un artiste qui ose se lancer. Pourquoi il ose là où d'autres le font pas et garde ses super pouvoirs enfouis en eux? Ça dépend, encore une fois, c'est justement dans la continuité de ce super pouvoir. T'as un mec qui est en araignée, t'en as un autre qui vole et t'en as un autre qui est invisible. T'as l'artiste qui va vraiment être dans le fond du fond et qui va avoir ce déclic parce qu'il a plus rien d'autre à faire et que c'est la seule chose qui lui permet un petit peu de s'évader de la société, de ces cases dont je te parlais au début. T'as l'artiste qui va forcément être un naturel et qui sait qu'il est bon et il sait qu'il a ce pouvoir et il va en jouer. T'as l'artiste qui est poussé par les proches. T'as celui qui tombe dessus par hasard et sans faire exprès, boum, il explose. T'as 1 million de possibilités d'être reconnu en tant qu'artiste. Mais j'ai l'impression que quand même un peu tourné vers l'autre. L'autre a souvent une incidence dans ton parcours. Bon, on va parler de tout ça. C'est une très belle mise en matière. Je reviens sur un truc. Tu as dit que tu étais débrouillard et que tu n'es même pas entrepreneur, tu es débrouillard. J'adore ce mot, tu vas nous l'expliquer. Mais surtout, on ne naît pas débrouillard, on le devient. On est d'accord? Peut-être, oui. C'est par la force des choses. Ouais. Tu peux juste me raconter où est-ce que tu as grandi et rapidos, le cadre familial / scolaire? T'étais quel genre de petit sabert Le petit sabert. Alors, j'ai grandi dans le 91, dans un quartier du 91 qui s'appelle Grandvaux. C'est entre Grigny, et pour ceux qui connaissent un petit peu le 91, c'est entre Grigny et Athis-Mons. Je vois pas où c'est, mais... Justement, c'est le problème. C'est le quartier un peu délaissé, à l'abandon, parce que c'est pas aussi grand que la Grande Borne et c'est pas aussi connu, machin. Donc c'est un endroit assez petit et on est un petit peu tout seul dedans. La ville a oublié ce quartier. Enfin, de mon époque plutôt. La ville avait complètement oublié le quartier. On était un petit peu seul, sans réseau, sans rien capter, quoi. Contexte familial, j'ai toujours eu une famille exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une grande sœur qui m'a évité, on va dire, les mauvaises fréquentations, les mauvaises sorties. Donc, je suis un petit peu entre les deux où j'ai connu le truc un peu relou, sans faire de stéréotypes de la cité, le quartier, machin. Et j'ai eu cette éducation, on m'a forcé à lire des livres, on m'a emmené au musée, on m'a emmené au cinéma. Donc, j'ai eu cette chance-là quand même de pouvoir capter le réseau et développer un petit peu plus mon cerveau que d'être resté bloqué en bas du hall. C'est la banlieue et c'est le fait d'avoir été oublié qui t'a rendu débrouillard? Non, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Pas le choix. C'est quoi quand tu dis pas le choix? C'est pas de perspective positive à ce moment-là quand t'es jeune? Pour te faire un flashback, t'arrives dans un collège qui est ZEP, où, comme dirait le cher monsieur Debouze, la priorité, on nous l'a grillé depuis longtemps. Mais j'arrive avec un bagage quand même, parce que j'ai ma sœur et mes parents qui m'ont quand même poussé, ils m'ont acheté des encyclopédies, j'étais un mec super curieux, un enfant super curieux, et j'arrive avec des capacités, et on me dit, non, en fait, tu vas aller en pro et tu vas poser du carrelage. Donc ça, c'est le conseil d'orientation, en gros, à l'école? Conseil de désorientation, si tu connais. Ah, tu connais. Cynique. Conseil de désorientation. Donc, en fait, on te force, tu vas finir, avec tout le respect que j'ai pour les gars qui posent du carrelage, c'est un super boulot et c'est vraiment très fort parce que je ne saurais pas le faire et on en a besoin. Mais j'ai envie de faire autre chose. Je suis pas du tout manuel comme mec. C'est pas fait pour moi. Je suis un peu rêveur. J'aime beaucoup les langues. J'ai envie de voyager. J'ai envie de voir la planète. J'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Je suis très axé aussi sur les cultures étrangères. Donc, j'ai envie d'apprendre et on me dit non, tu vas pas faire ça. Donc, je pousse, je force et on est peut-être une poignée, on est 5-6 à aller en lycée général. Dédicace à ceux qui ont fait partie de ce lycée. Et c'était un petit peu le goal, ce lycée Jean-Baptiste Corot. C'était un château, etc. Et pour nous, c'était une ouverture vers une autre civilisation, tu sais. C'était une petite victoire déjà? Ouais, une grosse victoire. En fait, on s'est dit, on va sortir de la thèse, pour être clair, et on va rencontrer des gens différents, des gens de Villemoisson, des gens de Sainte-Geneviève-des-Bois, et on va se mélanger, tu vois. Et en arrivant... pareil, au lycée, on se rend compte que c'est aussi une supercherie parce qu'en fait, on nous a proposé 2 options, les 2 options pourraves, alors que t'as des éléments de mon collège qui étaient des têtes de liste et qui auraient pu faire des options incroyables,
des écoles, des classes anglaises où tu voyages, etc. Et nous, on s'est tapé SVT, tu vois. Et il y en avait des classes anglaises dans le lycée? Il y en avait plein. Donc, et j'ai été major major de promo, c'est un peu un mot exagéré, mais j'étais le meilleur du collège en anglais. J'arrive et je suis pas au courant qu'il y a des classes d'anglais. Les gars, ils vont en cours et ils font 1 mois à Los Angeles, machin, tout frais payé. Ouais, okay. Et moi, je suis là, mais je parle mieux anglais qu'eux. C'est pour moi, ce truc. Et on me dit, non, désolé, fallait le faire avant. Mais avant, on m'a pas conseillé, on m'a pas donné l'option. On t'a encore grillé la priorité. On m'a encore grillé la priorité. Et je crois qu'on y arrive. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la frustration que tu deviens débrouillard? Ouais. Parce que, clairement. Parce que ça, c'est un truc qui me reste, tu vois, parce que je voulais faire cette école américaine et cet échange scolaire avec UCLA et je sais pas qui d'autre. Et en fait, quand t'as 16 ans et que tu fais des petits boulots et que t'as un petit peu d'argent, bah, tu te dis, attends, j'ai 500 balles, le billet d'avion, il coûte 400 balles. Bah, j'y vais, en fait. Et en fait, tant pis pour l'école et je vais le faire moi-même. Et j'y suis allé moi-même et je suis allé parler aux gens moi-même et je suis devenu pote moi-même avec des gens de là-bas et au final, j'ai fait mon échange scolaire, mais à ma manière. T'as fait ça à quel âge? Très jeune. J'ai commencé à voyager en seconde avec ma sœur et ensuite, dès que j'ai eu 18 ans, j'étais plus jamais en France. Dès que je pouvais. Moi, je vais faire une parenthèse là-dessus sur l'international. Il faut quelle paire d'audace pour que tout le monde puisse s'y identifier pour vouloir quitter aucune et partir tu penses que c'était fait, même pas de l'audace, ça ne te faisait pas peur pour toi du tout? Non. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Plein de choses. Non, en fait, je te dis pas que je vais en Irak et que je vais me balader à Bagdad. Oui. Non, mais tu prends ton billet d'avion. Je sais qu'on peut penser qu'il faut des couilles pour prendre l'avion tout seul, aller voyager. Bon, j'étais avec des potes parfois tout seul, mais en fait, fais-le. Vas-y. Ce que tu avais sous la main, là, ce qu'on te promettait, l'avenir, si tu faisais pas cet échange, est-ce que tu penses déjà que tu serais le Saber d'aujourd'hui? Absolument pas. Et est-ce que Jamais. Du coup, le fait que tu aies été frustré t'a poussé à faire des choses que moi je considère prendre des risques, aller à l'étranger tout seul, mais que toi tu m'en parles comme si c'était une évidence parce que t'en avais besoin, quoi? Ça te pousse à le faire. Et derrière, c'est un cercle vicieux parce que ça t'apprend plein de choses et ça te construit toi aujourd'hui. Et donc, pour te donner un exemple, je me souviens d'un voyage en Thaïlande où j'avais 18 ans, tout juste 18 ans. C'était l'âge où je pouvais un petit peu faire ce que je voulais. Je vais en Thaïlande et je me dis, putain, c'est nul la France, il n'y a rien pour moi ici. Alors que j'avais de quoi manger, j'avais un toit sur la tête. Et il nous arrive une petite galère là-bas, je passe les détails, plus d'argent. Okay. Et en fait, un soir, j'ai la dalle, il y a le Western Union qui ouvre 3 jours plus tard parce qu'il y a une fête nationale, et en fait, on se retrouve 3 jours sans oseille. Et en fait, je me pose sur un parking et j'explique la situation à un mec qui avait une petite charrette et qui vendait des hot dogs, des petites brochettes. Je lui explique, je lui dis, lundi, il y a le Western Union qui ouvre, je vais te chercher ton argent, mais est-ce que tu peux me dépanner? Il me dit, mais assieds-toi. Et on a mangé ensemble toute la soirée. Il m'a jamais fait payer. Et en fait, c'est un mec qui avait rien du tout. Donc en fait, moi, je rentre en France et je me dis, attends, doucement avec la France. On dit que c'est naze, on dit qu'on n'a pas de chance, on me dit qu'on n'a pas ceci. Et en fait, ça te resitue là où t'es. Et tu te dis, bon, en fait, on est quand même bien. Il y a des gens qui ont vraiment rien parfois. Et c'est ce qui te rend humble, on va dire. Je sais pas si je crois que je suis sorti un petit peu. Non, mais magnifique histoire, dédicace à lui. Je suis pas sûr qu'il parlera français. Non, je suis retourné là où je l'ai vu et je l'ai jamais pu retrouver ce gars. J'ai voulu le revoir et impossible. Ouais, mais enfin, on va terminer là-dessus. Il y a des gens avec le cœur sur la main et souvent ce sont ceux qui ont rien qui donnent plus. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je considère que tu es devenu entrepreneur plutôt débrouillard. Ouais. Sans t'en rendre compte ou par la force des choses. Quand je t'ai demandé, tu m'as dit à 13 ans, je l'étais déjà et je vais donner une punchline. Je l'adore cette histoire. On est de la 94 91. 91 toi? Ouais. Ok, mais bon, tu vas me parler de Polo Marshall, enfin les pulls Marshall, Bape et tout. Ouais, attends, il m'a dit. Un jour, on est arrivé au lycée, on s'est rendu compte avec mon pote qu'on avait habillé toute la cour. Ouais. Raconte-moi, s'il te plaît. Moi, je la trouve trop drôle, cette histoire. J'ai 50 €. Et à l'époque, 50 €, tu pouvais t'habiller de A à Z. Et limite, tu sais, t'avais une casquette en bonus, tu vois. Tu pouvais vraiment te prendre toute la panoplie. Et en fait, on voit qu'il y a des trucs qui marchent chez certains, chez d'autres, et on connaît les fournisseurs, on sait où ça s'achète. Sauf que personne dans ce lycée un petit peu bourgeois ne connaît. Personne ne connaît Clignancourt quand j'arrive en seconde avec des PCS++, tu vois. Ouais, je vois très bien. Donc en fait, on se dit, mais attends... on prend un pull et on le vend parce qu'à chaque fois, quand on arrive au lycée, on est super bien looké, on nous demande d'où ça vient. Bah, ça vient de chez nous. On t'en ramène.
Et donc, de fil en aiguille, on commence à vendre des pulls. Je veux pas dire de marque parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais Allez, on va à Clignancourt, on achète des ceintures DG, on achète plein de choses. Et on les ramène au lycée et on les revend à tout le monde. Et ouais, un jour, on se met devant le lycée, on regarde et on se dit, mais on a habillé tout le monde là. Et c'est là où mon pote et moi, on a compris qu'on allait devenir entrepreneur, entre guillemets. Alors, je bosse pas du tout avec lui, et c'est toujours un ami, y a pas de souci. Mais lui aussi est entrepreneur, il fait ses choses de son côté. Mais c'est ce moment-là où on s'est dit, il y a quelque chose à faire. À ce moment-là, là, est-ce que tu mets le doigt déjà sur un super pouvoir que t'as que les autres n'ont pas? Ouais. Mais tu vois, envie d'être humble, je le sens direct. Non, mais tu vois, en fait, de mettre des mots dessus, ça me fait m'en rendre compte. Et c'est un truc où c'est la première fois là aujourd'hui où je me rends compte de ce truc, c'est que j'avais ce pouvoir de persuasion. De convaincre. De convaincre, ouais, exactement. Et d'embarquer, ok. C'est ça. Et ça t'a suivi par la suite. Ouais. Mais ça vient de l'éducation aussi. Il a fallu que j'arrive à convaincre mes parents de m'acheter X ou Y parce que j'étais limité dans le choix de ce que je pouvais avoir. Donc il fallait réussir à les convaincre d'acheter un jeu d'Xbox ou tel pantalon. Donc c'est progressivement que ce pouvoir il s'installe. On va pas faire toute ta life non plus, mais raconte un peu. Je sais que tu as monté aussi d'autres business. Il y en a un que j'ai en tête, c'est le NFT, et tu m'as dit on est sorti au bon moment. Moi, j'ai envie de te dire visionnaire ou châteux. Et j'ai bien dit châteux, pas chanceux. Soyons cash. Ouais, je dirais châteux sur le coup. Ouais. Tu peux me raconter un peu ce truc où il y a une trend. Clairement, c'est une trend. C'est une. Ouais. Clairement, une trend. Ouais, c'est une mode qui est un peu morte aujourd'hui en tout cas sur les NFT. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Genre, c'était quoi ta boîte? Combien de temps ça a duré? Et surtout, est-ce que c'était une erreur ou est-ce que juste vous auriez pu apprendre plus tôt et fermer plus tôt? Non, parce que ça s'est pas mal fini. On est sorti du truc au bon moment. Ça s'est pas mal terminé. Le seul truc, c'était que je pense qu'on est arrivé trop tôt sur un marché qui était trop fou. On maîtrisait pas forcément tous les aspects du business. Ce qu'on faisait, c'est qu'on proposait aux marques de s'introduire dans ce marché-là. Donc on n'avait pas fait de création de collection que tu vends, etc. On voulait vraiment, je te dis une bêtise, mais t'as Clarks qui vient, on va lui faire 5000 NFT de choses sur Clarks pour leur communauté. C'est une manière pour eux de développer leur marketing sur un autre canal. Donc on était plus une agence de com orientée NFT, orientée expérience digitale et AR, etc. plutôt que purement du NFT. Tu l'avais validé le marché, c'est quoi le problème? Il est arrivé où le problème? Le problème, il est arrivé dans le truc où les marques étaient un petit peu dans un switch entre influenceurs, mannequins, c'était compliqué, donc les budgets s'étaient divisés. Ils laissaient un petit peu de budget pour ça, mais ils étaient quand même un petit peu frileux parce que il y avait l'histoire de Sam Altman, il y avait beaucoup d'arnaques aussi sur la crypto-monnaie, des crashs, des ups, des downs. C'était beaucoup trop flou pour elles, pardon. T'as des marques qui ont quand même fait le saut. Vous avez fait des OP avec elles? On a fait des OP, ouais. Okay. Donc c'était très sympa. Ça a permis aussi d'apprendre à discuter avec ces personnes-là qui sont complètement différentes, qui ont des délais différents, qui ont des besoins différents, des attentes différentes. Mais donc non, aujourd'hui c'est un bagage qu'on garde parce qu'aujourd'hui on sait parler avec ces marques-là et on travaille très régulièrement avec elles. Tu parles d'un truc qui est hyper intéressant, c'est le fait d'apprendre à parler à ces gens-là. Moi, je voyais carrément un truc avant, je ne t'ai pas amené dessus, mais vous n'êtes pas technique. Toi et peut-être tes associés à ce moment-là, c'est pas vous qui savez faire des NFT, on est d'accord? Non. Mais pour autant, vous l'avez fait. Mais pour autant, on l'a fait. Donc là, il y a une double question dedans. Déjà, est-ce qu'à partir du moment où tu fais un truc sur un nouveau truc technique que tu ne maîtrises pas forcément, mais que tu te dis que tu vas le faire, est-ce qu'après ça, tu te dis, il n'y a rien qui est inaccessible? En quelque sorte, oui. Il n'y a plus de barrière mentale là-dessus? Non. Et je vais aller... On sait bien que l'idée vaut quelque chose, l'exécution, c'est encore plus gros. Tu me dis que tu sais persuader, mais persuader tes potes à 15 ans de leur vendre des pulls qui pourraient... que tu portes toi-même, ouais. C'est différent que de... tu parlais de Clarks, je sais pas si c'est Clarks avec qui tu as bossé, mais bref, non. Ou des belles marques comme ça. Tu te sentais déjà légitime à leur parler dès le départ? Même ne serait-ce qu'en termes de code? Rien à perdre. Qu'est-ce que tu as à perdre? Pareil, pas de peur, tu fonces et t'apprends. Non, on va garder Clarks comme exemple, c'est pas du tout Clarks, mais tu parles avec la directrice de marketing de chez Clarks, elle parle à tellement de personnes, elle a beaucoup de boulot, donc en fait ça passe ou ça casse, et si ça casse, c'est pas grave. Et peut-être qu'un jour vous vous reverrez sous une autre entité, sous une autre boîte, et elle dira « Ah mais c'est toi qui... Ah ok, je m'en souviens ».
Et elle peut pas garder de négatif s'il y a pas eu de négatif. Ça, c'est juste pas fait. Là, je veux dire, l'habit fait pas le moine, c'est-à-dire limite. C'est ça. Ok. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à prendre confiance avec des gens qui peuvent être high level et à devoir tu vois, une petite claque qui te remet les pieds sur terre? Ou est-ce qu'au contraire, tu as continué à prendre confiance et aujourd'hui, tu es capable de parler à n'importe qui? Aujourd'hui, je peux parler à n'importe qui parce que il y a des choses qui se sont passées et qui sont différentes et je pense qu'il faut pas se rabaisser, surtout en tant qu'entrepreneur ou débrouillard. Faut jamais se rabaisser si ton produit est bon et que ton business est bon. On peut amener le PDG de Google et on va discuter. C'est un être humain, il va aux toilettes comme tout le monde. Et au final, il a des sentiments comme tout le monde, il a une famille comme tout le monde. Donc, pas de souci par rapport à ça. Et puis au pire, demain, il m'a oublié. Ok. Et dans les autres expériences, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'as remis les pieds sur terre? Si. Alors, c'est pas forcément avec des marques, mais plus avec des fournisseurs. Ok. Dans une ancienne vie encore. C'était un job très enrichissant. C'était un boulot génial, un de mes préférés d'ailleurs. Le bureau, c'était un petit peu une ambiance Loup de Wall Street, donc t'étais costume et il fallait gueuler, il fallait montrer ta testostérone et gagner des deals, etc. Okay. On était payé sur nos deals, donc c'était très cool, c'était très enrichissant. Mais vient le problème de l'ego. Ça veut dire que t'as un classement, forcément quand t'es premier, bah, vous êtes tous en dessous. Et t'as fait combien aujourd'hui? Moi, tu prends la conf? Tu prends grave la confiance. Mais c'était le boulot qui voulait ça. On était formés pour, à l'anglaise, à l'américaine. Si tu réussis pas, t'es naze. Si tu réussis, t'es en tête et tout le monde parle de toi et t'es dans tous les mails et c'est limite si on met pas ta petite pancarte. Et donc, je suis un peu pris d'ego parce que j'arrive dans la boîte et au bout d'un an et quelques, j'arrive numéro 4 en chiffres devant des mecs qui sont là depuis 10, 12, 15 ans. Et donc, je parle avec un fournisseur qui me prend un petit peu de haut en mode attends, tu viens d'arriver, tu comprends pas tout. Et en fait, je lui fais une Tony Montana. Quoi? C'est à moi que tu parles? Tu vas me niquer moi? Ça va pas ou quoi? Et il me raccroche au nez. Donc, en gros, on faisait de la location d'avions, donc de jets privés et d'avions cargo. Et c'était un avion ukrainien qui était très rare. Et c'était les seuls qui pouvaient faire certains types de missions, etc. Bref. Et en fait, le mec nous coupe le robinet. Et donc, au final, on n'a plus d'avion. Et t'as mon boss qui arrive et qui me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as niqué une relation fournisseur depuis des années. Une relation qui est là depuis 20 piges avec un mec. Toi, t'arrives, le petit rebeu de la boîte, tu te prends pour qui? Donc, il a fallu que je fasse un mail bien léché. Je suis vraiment désolé. On s'est pas compris. Les mots ont dépassé ma pensée. Ça t'a fait mal, ça? À ton ego, justement? Ouais, parce que je me dis, en fait, ça bouillonnait, c'était, mais en fait, t'es pas mieux que moi, mec. T'es derrière ton ordi, tu fais des mails. Je suis derrière mon ordi, je fais des mails. Toi et moi, on est pareil. Ok? Moi, j'ai un petit monopole sur son produit, quoi. Que toi, t'as pas mal. On n'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, tu comprends qu'on n'est pas pareil. C'est pour ça que t'adaptes un peu ton discours aussi, selon la personne à qui tu parles. Même s'il faut pas se rabaisser, il y a des codes qui sont les codes du bon entendre dans le boulot, dans le monde professionnel. Et il faut s'adapter à ça. Je veux dire, dédicace. Big dédicace. Vous l'avez re-signé ou pas à la fin? Du coup, tu t'es excusé. En fait, alors, c'était un Ukrainien qui parlait russe et mon patron était russe, était moldave et parlait russe. Et en 2 coups de téléphone, ils ont parlé de je sais pas quoi. Et ça, mais c'est fou comme le business tient à rien parfois. À de l'ego, à du respect, à enrober le papier cadeau. Il est important, je dis ça parce que tu es en train de faire des colis ce matin sur les vinyles. On va en parler. Avant d'arriver sur Vinyl ici, c'est un peu une dernière question qui me revient là quand on parlait. Tu m'as dit juste avant, j'étais l'arabe de la boîte. L'arabe, le renois, j'ai tout pris. Tu t'es déjà senti comme ça dans des expériences et je vais aller plus loin. On t'a fermé des portes, t'as l'impression, à cause de ça? Ouais. Ouais? Ouais. Ça t'a traumatisé, ça t'a fait une force? Comment tu l'as... Frustration encore. Ok. Frustration. Elle se traduit comment, cette frustration? Et fais-moi les étapes, parce que, ok, aujourd'hui, on se parle là, mais je suis sûr qu'il y a des moments où ça a pu t'atteindre, ne serait-ce que émotionnellement dans ta vie. Bah ouais, parce qu'au bout d'un moment, t'es bloqué. Tu cherches du boulot, t'envoies 40, 50 CV par jour. Au final, t'envoies des trucs que t'as pas forcément envie de faire non plus. Et on te répond pas. Ou alors on te répond à côté. Merci, ouais, on vous revient. Et tu changes ton nom et tu reçois des réponses. Tu changes ton nom sur le CV, tu reçois des réponses. Tu l'as fait, ce test? Ouais, clairement. C'est une dinguerie. Et j'ai reçu des réponses. T'as envie de bosser pour ces boîtes qui te répondent à ce moment-là? Non. Mais au moins, tu sais comment ça marche.
Et parfois, t'es obligé, tu te dis, mais en fait, là, j'ai pas de taf, il faut que je bosse, en fait. Mais tu sais déjà qu'il y a une ambiance un peu différente le jour où t'arrives, quoi. Comment là, je te demande même à parler à d'autres gens. Enfin, bon, évidemment, on est des Arabes, mais peu importe. Il y a plein de gens qui sont catégorisés, étiquetés et de manière péjorative. Je sais pas si moi je me serais relevé, si j'aurais eu cette déterre, je vais aller plus loin. Cette frustration peut provoquer de la haine chez les gens. Il y en a qui vont le prendre comme moteur, et il y en a d'autres qui vont aller peut-être dans de la facilité. On jette la pierre à personne. Moi, je veux comprendre, c'est quoi que tu pourrais dire à des gens qui, comme toi, captent dès 15 ans, même avant, que l'avenir qu'on leur promet, que la société, ce qu'on leur vend, n'est pas ce qu'ils valent réellement et qu'il ne faut pas, du coup, rester cantonné à ça, mais plutôt miser sur soi. Tu vois, un truc un peu optimiste, mais comment t'es arrivé à ce truc-là, quoi? Je pense qu'il faut regarder nos parents. Si Okay. tu veux parler de fils de l'immigration, toi et moi, on est à peu près de la même génération. Je pense que la seule chose qui nous retient les pieds sur terre et qui nous fait aller dans le bon chemin, c'est nos parents. Tu vois les épreuves que eux ont subies, ce qu'ils ont traversé. Tu dois de leur rendre un truc correct. Tu peux pas prendre la voie de la facilité parce que eux l'ont pas prise. Sinon, tu serais pas là. Ouais, mais eux, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que toute cette vague tu vois, générationnelle d'immigration a pris beaucoup de risques, déjà en quittant leur pays, pour que leurs enfants n'aient pas à en prendre autant. Et quand nous, on réalise la réalité du marché, le racisme, ces discriminations, et puis surtout, même au-delà de ça, enfin, j'allais dire la politique, et pas la politique qu'on voit à la télé, hein, la politique qui est au sein même d'une entreprise et au sein de cercles sociaux, tes parents, ils te poussent à prendre autant de risques et à te dire arrête tes études, va faire... Vraiment ? Non. Alors comment tu fais pour dire à la maman, au daron, je suis reconnaissant de tout ce que vous avez fait, maintenant votre réalité n'était pas la mienne aujourd'hui, merci de m'avoir amené jusque-là, je vais vous rendre fier pour la suite, mais je vais miser sur moi. Comment tu fais ça ? Persuasion. C'est un bon sales. En fait, il a commencé à vendre ça, c'est daron. Depuis le début, je te vends un truc là. Ah, c'est ouf. À la fin, je te sors les prix. Non, mais hyper intéressant. Et le jour où tu les convaincs eux, mais convaincre des boss, c'est rien en fait derrière. Mais le jour où tu arrives à convaincre mes parents, tu peux amener-moi Elon Musk. Je le convainc direct. T'as plié le game, quoi. C'est ça. Exactement. C'est trop drôle. Question. Vraiment, à quel moment tu as été fier de tout ce parcours auprès de tes parents? Donc, c'est-à-dire que tu te dis là, ok, le parcours, ils le comprennent peut-être pas, mais là où je suis, si je leur avais dit ça il y a 10 ans, ils auraient été très heureux, tu vois. Ou est-ce que tu l'as pas encore atteint? Je pense que je l'ai pas encore atteint. Ok. Il y a un petit truc en moi qui me dit c'est bien, parce que mes parents sont partis. Depuis que je suis tout petit, on me parle de on va partir de la France, on va déménager, machin. Ils ont pris leur retraite et ils sont partis. Ok. Et j'ai une grande sœur aussi. Le terme, c'était quand vous deux, vous êtes prêts, safe et installés, on partira. Et pour moi, c'était ouais, ils partiront quoi. Et en fait, c'est arrivé. Et c'est une partie remplie où je me dis ils sont partis. Maintenant, je suis le dernier de la famille ici, enfin le dernier à devoir gérer le truc, tu vois. Mais aussi le truc où tu te dis après. Ok, maintenant je peux aussi penser de mon côté, penser à créer ma famille à moi, créer mon truc aussi. C'est une nouvelle vie, genre. Ouais, t'as fait toute la version bêta avec eux. Ouais. Et maintenant que t'as fait le premium, et maintenant tu payes les factures, et donc t'as la version premium de la vie qui est pas aussi simple. Et on y arrive. On se lance dans un marché, mon gars. Raconte-moi ce marché qui, moi aussi, m'a pris de passion. Je trouve que enfin, je parle pour toi, dis-moi si je me trompe, mais je trouve que le vinyle déjà revient parce que c'est un bel objet, qu'on est attaché au truc vintage. Ouais. Et notamment avec tout le online et le streaming, on est attaché à avoir des souvenirs physiques. Bien sûr. Pourquoi le vinyle? Est-ce que tu as vu cette montée du marché et tu t'es dit, OK, il y a un truc à faire? Et pourquoi votre créneau très précis avec Vinyl ici? Comment s'est passé tout ça? Ouais. Alors, j'ai pas été opportuniste sur le marché par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a une augmentation des ventes et que c'est un produit qui se porte bien en ce moment. Mais je suis pas allé jusque-là. Okay. C'était vraiment du... C'est pas un timing que t'as senti, quoi? Non, parce que... Alors, il y a des gens, leur super pouvoir, c'est de regarder les tendances marché, voir ce qui se fait, ce qui se vend bien, ce qui se vend pas bien, et de se placer dessus. C'est un peu de l'opportunisme. Et c'est super, ça marche. C'est pas une péjorative du tout. Hein, non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Et j'ai une admiration. C'est avoir l'œil, quoi. Pour ça. Ouais, j'ai une admiration pour ces gars-là qui arrivent à trouver un truc qui va marcher pour les 10 prochaines années et le faire super bien et changer. Un jour, un mec fait des apps, l'autre jour, il fait des logiciels, l'autre jour, il fait
Bref. Moi, c'est parti d'un autre constat. J'avais plus une thune. Je cherchais du boulot. C'était la cata. Il devait me rester 50 balles. C'était chaud. J'étais au chômage. Et c'était l'anniversaire de ma femme. Il fallait que je fasse un cadeau. Sauf que j'avais pas d'argent pour faire ce cadeau. Et elle m'a toujours dit, ouais, si t'as pas d'argent, tu peux me faire un cadeau du cœur. Ce sera toujours mieux. Donc je me dis, bon bah, on va faire un cadeau du cœur. Et donc j'écris une chanson. Je ne suis pas artiste. Attention, je ne suis pas chanteur, je suis très mauvais. Non mais t'inquiète, tu vas le poser dans 2 minutes. Impossible. T'es pas au courant, mais tu vas poser. Donc je trouve une instru, je fais un truc, je mets le son sur SoundCloud. Tu rappes ou pas? Absolument pas. Non mais c'est un rap ou c'est un poème? J'ai rappé quand j'étais au collège. Ok, t'as très vite vu que là, t'avais pas un super pouvoir. Bah, tu sais quoi? On avait MSN Messenger et il y avait des gens qui écoutaient ma musique sur MSN Messenger. Et ça, c'était une fierté. Ça s'envoyait les MP3 avec des whiz. Il a sorti J'avais son pris banger. une instru qui vient de Street Dancer, je crois, avec un pote à moi à l'époque. Putain, Street Dancer, mec, Voilà. à l'ancienne, tellement drôle. Ok, donc grosse culture hip-hop, Ouais, aussi grosse culture de hip-hop. la danse, ok. Ouais. Avec du 2K, ouais. Donc je compose un truc et je mets double instru, des effets, des adlibs et tout. La musique est très drôle. Sauf que là, je me dis bon, SoundCloud c'est bien, mais elle a pas SoundCloud. Elle est pas, elle c'est Spotify et c'est simple, tu vois. Comment je fais pour que le cadeau il soit plus impactant qu'un QR code qui te link vers une page web? Je mets le son sur une clé USB, non, sur un CD, non. De toute façon, j'ai pas de lecteur CD. Et j'ai une platine vinyle. Comment est-ce que je peux faire pour que mon son se termine sur vinyle? Et au moins, elle a le cadeau à vie, tu vois. Et donc là, je regarde sur Internet. Néant commercial. Il y a rien. Il y a 2-3 trucs, mais et là, on pourrait faire ça, mais attends, on pourrait faire un truc comme ça. C'est quelle année, là? Après le Covid. J'avais perdu mon job pendant le Covid. Il y a les bootlegs déjà qui existent, donc moi j'en ai acheté. Hein. Bah, d'ailleurs, tout ça est parti de là. C'est quand tu m'as parlé de Watch the Throne, j'étais en mode mec, j'ai acheté le fake. Tu sais que je pourrais te le montrer, il est dégueulasse. On fait pas ces trucs-là, nous. Non, mais je veux dire, est-ce que parce que ces bootlegs sont des indépendants qui nous les vendent en plus à des prix exorbitants parce que le vinyle soit n'existe pas, soit n'est plus dispo. Est-ce que ça existait déjà? Est-ce que Discogs était déjà? Ouais, je crois que vers ce moment-là, Discogs c'était déjà assez gros. Ok. Après, la marketplace de revente. De vinyle, ça existait déjà, après ça existe depuis toujours ce genre de choses. Ok. Mais là j'étais plus sur mon truc où attends, il y a combien de chanteurs sur Terre et combien de ces mecs veulent que leur musique soit existante, qu'on puisse la toucher, qu'elle soit palpable, 100%. Et ces mecs-là ils ont aucun support en fait. Les seuls qui sont servis en termes de vinyle pour poser tes sons dessus, en gros, faut être un artiste, avoir une maison de disques, avoir une boîte de distribution ou alors un contrat signé ici ou là. Sinon, si t'es artiste et que t'as envie de commencer du rap ou de la salsa, comment tu fais pour avoir ta musique en physique? Propre, fait par un professionnel, pas un truc que t'as fait avec ton ordi ou t'as rien mixé, etc. Comment tu fais? Tu peux pas. Et vous avez fait comment? Enfin, tu as fait comment? Alors, comme je te disais, il y avait un marché qui était très poussiéreux et on a commencé sur une base de dropshipping. C'est-à-dire qu'on a on a acheté ces disques-là chez un mec qui les faisait dans son garage. Donc, c'est lui qui a créé le disque en posant ta piste MP3 dessus? Ouais. Ok. Après, il te la renvoie? C'est ça. Ok. On a bossé avec ces gars-là pendant longtemps. Non, mais attends, là, tu me dis on a bossé, mais moi, je veux savoir vraiment pour le cadeau que t'as fait à ta femme. Mais j'ai jamais fait le cadeau. Ah, il a pas tard. Mais j'ai jamais fait ce cadeau. En fait, j'étais tellement dans l'euphorie du truc, donc j'ai dit bon, alors, je vais faire un cadeau sympa, je vais faire un beau lien en SoundCloud. Sur une boîte, en fait. Et j'ai complètement dérivé. C'est excellent. Donc cette musique, c'était un beau cadeau aussi, mais c'était un beau cadeau. Mais ouais, j'ai jamais fait ce cadeau. Et je me prends des reproches des fois. J'ai jamais eu mon vinyle. T'es obligé de le faire. Mais maintenant, surtout qu'elle va le regarder, ce podcast. Et emmerde-le, hein. Ah, moi, je vais pas le lâcher, c'est sûr. Mais les cordonniers sont les moins bien chaussés. Les moins bien chaussés, ouais. Bon, du coup, vous avez trouvé un mec. Déjà, c'est tout con. Je sais qu'on va parler de confiance à un moment, mais pas tout de suite. Mais comment tu trouves un gars, tu me dis, dans son garage qui presse des vinyles? Tu l'appelles et t'essaies de le convaincre. Ouais, mais tu le trouves comment déjà? Tu regardes sur Internet, T'as digué avant d'arriver. Ok. Ouais. Et là, c'est quoi? Ça commence, tu lui envoies une vingtaine, je l'appelle. Ouais. Non, je l'appelle d'abord. Je lui explique. Ouais, mais vous êtes qui, monsieur? Ah, monsieur, je suis monsieur Nasser, je suis Saber, je fais ci, ça pourrait être trop sympa. Ouais. Blaise. Bon, envoyez vos commandes. Je raccroche, je dis, ah ouais?
envoyez vos commandes. En fait, là, je suis en train de t'amener un truc de ouf sur un plateau d'argent et tu me dis, envoyez vos commandes. Je vais te les envoyer, mon pote. Jusqu'au jour où il m'appelle, il me dit, c'est trop, arrête. Ah ouais? Je peux plus. J'arrête. Alors que tu le savais dans ta tête. Que je ça savais. Allait. Ouais, okay. Je savais. Et en fait, même le truc qu'on commence, je me dis, le mec, il est fermé de ouf. Je sais que ça va pas durer éternellement, tu vois. Mais c'est un challenge de le Mais convaincre. c'est un challenge. Ouais. Il faut le convaincre, il faut qu'il accepte. Il faut qu'à la fin, il se dise, putain, j'ai été con. De pas croire au truc. Ou alors, quand il a arrêté, qu'un jour il se mordra les doigts. Après, je m'en fous maintenant, on s'en fout, c'est de l'histoire ancienne, mais... C'était il y a 3... Non, bah plus post-Covid, donc ouais, il y a 4-5 ans, ça? Non, sortie Covid. Alors, il y a eu d'autres choses après. J'ai trouvé l'idée, j'ai appelé le mec, et il s'est passé 2 ans après parce que j'ai dû chercher du boulot, j'ai dû trouver un peu d'inspi aussi pour créer une DA autour de l'idée, que ce soit pas un énième Shopify avec des pourcentages partout, achetez maintenant, c'est pas cher, Black Friday. Non, je voulais que l'artiste, il se sente comme ici, dans un salon, où Vinyl ici, c'est une partie de son studio, où il se sent bien, il peut créer, il peut prendre le temps qu'il veut pour créer son truc. Et il matérialise son art. Exactement. Tu peux me raconter juste ce fournisseur? Et je suis sûr que ça correspond aussi à la croissance de Vinyl ici. Ouais. Ça a été quoi le shift où tu as dû arrêter de bosser avec lui et comment vous avez trouvé une autre personne si le marché était au néant avant? Alors, on a eu plusieurs fournisseurs. C'est très long comme histoire, mais au bout d'un moment, c'est plus suffisant et t'as des mecs qui ont pas forcément tes ambitions, ta vision du marché. Donc ça veut dire quoi? Doubler en termes de volume d'équipement pour mieux produire, etc. Peut-être que lui a besoin d'embaucher quelqu'un, peut-être que c'était beaucoup trop de charges de travail pour lui. Okay. C'est des mecs qui avaient beaucoup d'ego aussi. C'est moi, je travaille pas pour Vinyl ici, moi. C'est mon entreprise, je te facture. Ouais, ok. T'es pas mon employé, si ça te fait plaisir. J'ai pas de problème avec les statuts des gens, tu vois. Mais l'ego. On en parlait tout à l'heure à quel point ça capote un bon business. Ça capote un business. Et beaucoup qui ont bossé avec nous ont peut-être un petit peu capoté par rapport à leur ego. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des fois où tu dois mettre ton ego à côté. Sauf quand t'es dans des sphères... Mark Zuckerberg, tu vois, il peut avoir tout l'ego du monde qu'il veut, pas de souci. Mais des fois, il faut savoir être à sa place, se tenir, parce que ça capote des business. Donc là, vous avez plusieurs producteurs différents, enfin fournisseurs Non, vous avez retrouvé le même. Okay. Non, on a bougé tout le monde, on travaille nous-mêmes. Tout seul. Ah, ok. Donc c'est vous qui produisez maintenant. C'est nous qui produisons. Ouais. Bah attends, raconte. In-house. Non mais wesh, how do you do that in the house? Et avant, t'es en train de dépendre d'un mec qui en a rien à foutre de ton business. Je peux pas tout donner parce qu'il y a des éléments judiciaires qui sont entrés en compte. Ça serait bien que les compétiteurs volent pas ton idée, donc t'inquiète. Bon, ils peuvent la voler si ils veulent. Non mais on sait très bien qu'on en reparlera, mais je pense que c'est l'exécution qui fait la diff. Mais raconte, si tu peux nous parler un peu de la chrono aussi, tu vois, en 2-3 ans, ce qui s'est passé. Carrément. Fin d'année dernière. Ça fait un peu moins d'1 an que la boîte est ouverte et ça cartonne, c'est bien. On a de gros problèmes avec un de ses fournisseurs. Donc là, on est fin 2024, novembre. Il nous met plein de carottes. Franchement, le gars est pas sérieux du tout. Plus fin d'année, full commande. Et fin d'année, full Noël. Tu sais, t'as les personnes qui se disent, bon, mon fils, il fait de la musique dans sa chambre. Je vais lui faire c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau de ouf. C'est ça. Donc elle va sur son ordi, elle pique ses pistes, elle nous les envoie. Et les gars, ils unboxent leur truc et attends, mais c'est ma musique et c'est fou. Et puis ça leur donne du courage aussi pour continuer derrière, faire des choses un peu. Je te jure, ça m'émeut d'imaginer. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux, quoi. Ouais, alors, pour un artiste, c'est un cadeau ouf. C'est un des meilleurs soutiens que tu puisses donner. Excuse-moi, je t'ai interrompu. T'inquiète. Donc fin 2024, ouais. Gros problème, plus de prod. Je te zappe toute l'histoire parce qu'il y a des avocats en jeu, etc. On se fait niquer, clairement. Plus de prod, plus rien. On a un site web, des gens qui commandent, des gens qui attendent leurs commandes. On n'a plus de lieu pour exercer. On n'a plus personne qui exerce. On est tout seul. Donc en fait, je cherche des machines. Je me démerde. J'essaie de convaincre des gens. Je trouve des machines. Sauf qu'on a la machine qui est différente de celle que notre fournisseur utilisait. Il nous avait pas trop expliqué non plus. Il nous montrait vaguement pour qu'on puisse l'aider de temps en temps. Mais on n'avait pas tout le spectre. Et... il n'a pas envie que tu le bypasses et que tu fasses ton job. Exactement. Ce qui s'est passé à la fin. Exactement. Et en fait, là, je me retrouve, j'ai une machine sous les yeux, et ça marche pas. Et la seule phrase que j'ai, c'est ça marche pas. Parce que je suis pas manuel, j'y comprends rien, je sais pas ce que c'est. Et alors, on a reçu un peu d'aide d'ici et là. Ça nous a un petit peu aidé, mais en fait, il a fallu se former en période de Noël, tout seul.
Donc on s'est formé. Aujourd'hui, je peux te dire qu'on a une équipe d'experts et on connaît le sujet. Et je peux même m'ouvrir Watch the Throne je peux te montrer les défauts qu'il y a sur le truc. Oh, alors pas du tout. Alors là, il va me niquer ma vibe. Pas du tout. Déjà, je lui ai dit, il va rester sous blister pendant 3 mois encore. Maintenant, on s'est formé et ça a pris. Parce qu'on n'avait pas le choix, on a développé un autre super pouvoir. Ce que tu apprends en quelques années, on l'a appris en quelques semaines, quelques mois, voire quelques semaines. La force de s'instruire, donc d'être curieux et vouloir. Exactement. Parvenir à tes fins. Vous vous êtes formé comment? Comment ça se passe? Sur le tas. Non, mais c'est quoi? Tu regardes des tutos YouTube? Il n'y a pas de tuto YouTube pour fabriquer des disques vinyles. Il n'y a pas un petit ricain geek non. Comment vous avez fait? Où est-ce que tu chopes l'info? C'est plus ça ma question. Tu la chopes pas. Tu te casses la tête, tu démontes, tu remontes, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne, tu fais des dessins à côté, tu essaies de capter le truc, il y a des règles de physique, il y a des règles de pesanteur. Moi j'étais dans... Ok, j'allais carrément te lancer sur... ça, c'est bien qu'on parle anglais à ce moment-là, parce que moi je l'ai déjà vu, des tutos où en fait heureusement que c'est en anglais, mais toi il n'y avait même pas de tuto en gros. Il y avait pas des bouts de trucs et tu as dû raccorder. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Pas de tuto, rien du tout, il a fallu comprendre. Alors tu as 2-3 tutos de mecs qui t'expliquent comment démonter, c'est hyper niche. C'est très petit comme industrie, mais on s'est débrouillé. Combien de temps avant que la machine repart? Et donc toute cette formation. Franchement, un bon 4-5 mois. Vous avez fait comment sur ces commandes de fin 2024? On s'est débrouillé. Mais vous les avez livrés? On a livré, ouais. On s'est pris une rafale d'avis négatifs parce que forcément les délais ont été rallongés. Beaucoup ont compris. Après, le client, ça c'est important à savoir, le client il en a rien à foutre de tes problèmes, que t'es mal au pied, mal à la machine ou mal à la tête. J'ai payé, je veux mon produit. Merci Amazon, quoi. Merci Amazon. Ouais. En fait, tu t'en fous que Jeff Bezos ils sont en train de se marier ou qu'ils divorcent. T'as commandé ton livre, tu veux qu'il arrive. Le reste, et les clients sont comme ça. Et c'est normal. Moi, en tant que client, j'ai commandé, gros débrouille-toi. Ouais. Tu vois. Certains comprennent, même si on raconte pas trop notre vie sur ces on a compris que t'aimes pas ça, Saver. Il fait un effort pour moi, les amis. En fait, c'est juste qu'il y a aussi une image qu'on dégage. On travaille avec des artistes. On travaille aussi avec des grandes maisons. Donc, on a cette posture commerciale. Je peux pas te dire en tant que client, je suis désolé, j'ai une machine qui bug. C'est oui, monsieur. Et après, tu te démerderas pour trouver la solution. Et s'il faut que j'aille en Thaïlande pour trouver un mec et faire ton vinyle là-bas et payer plus cher que ce que t'as payé, je le ferai parce que j'ai qu'une parole. Et Vinyl AC n'a qu'une parole. Pourquoi c'est si important pour toi d'aller au bout de ta parole, d'aller au bout de ces livraisons de décembre 2024, alors que tu nous l'as pas dit, mais parlons cash, t'as perdu de l'argent sur les avis négatifs, plus toutes les galères, les pressages qui n'ont pas marché. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi, alors que c'est même pas financier? Parce que je vais te convaincre une fois et je vais pas tenir ma parole derrière. Est-ce que je peux te convaincre une deuxième fois? Moi, non. Voilà. Donc la confiance vaut plus que tout pour toi. Et la confiance, c'est un truc qui se gagne une fois, mais se perd une fois aussi pour toi. C'est plus dur de la gagner que de la perdre. Et on travaille avec des artistes qui mettent de l'émotion dans ce qu'ils font. Et si tu détruis leur émotion, tu sais pas quelle émotion ça va réveiller derrière. Et puis c'est quelque chose d'important pour eux, c'est la concrétisation de leur art, ils ont bossé pour, ils sont peut-être parfois timides aussi de le proposer. Tu te sens redevable de la confiance juste qu'ils aient cliqué pour faire confiance à Vinyl AC. Ouais. Et en plus c'est des artistes là où toi, enfin tu pourrais dire c'est comme Amazon, j'en ai rien à foutre, mais pas du tout. En fait tu vois un artiste derrière. Ouais. Je vois un artiste, je vois une maman qui commande ça pour son fils qui fait de la batterie dans le garage. Je vois un artiste qui est assez connu mais qui est en indé, donc forcément il a beaucoup à faire. Je vois une marque qui lui propose des cadeaux pour leur campagne, qui introduisent notre produit. Et en fait, on fait partie de ça. C'est pour ça que on s'adapte à toutes les DA, parce que c'est l'artiste le chef. Et si tu déçois le chef, t'as plus d'occasion derrière. La réputation de Vinyl AC, c'est la chose la plus importante? C'est une des choses les plus importantes. On a aussi la qualité de nos produits. Mais c'est lié. La qualité va impacter la réputation. Clairement. Alors que tu peux avoir une bonne qualité de produit, mais le SAV est dégueulasse, donc la réputation dégueulasse. Non, on a un super SAV aujourd'hui. Mais c'est pour ça aussi que ça prend du temps et qu'on a des délais plus importants que certains. C'est parce qu'on bichonne et chaque client, c'est comme le premier. Aujourd'hui, attends, excuse-moi, je veux juste terminer, mais tu nous as dit que ça a pris quand même 4-5 mois avant que vous vous stabilisiez. Ouais. Là, donc, on va dire, c'est quoi? C'est vers avril-mai de l'année dernière où là, c'est reparti? Ouais. Avril-mai de cette année. Oui, de cette année. Ouais.
Le gars, il est déjà en 2026. Le turfu. Non, raconte, il s'est passé quoi? Ça a été le temps de remettre des bons process en place, d'embaucher les bons experts, les bonnes personnes. C'est ça. Vous aviez levé pour faire tout ça? 0, bootstrap. Full autofinancé. Ouais. T'as mis de l'argent à titre perso? Ouais. Tu peux nous dire combien? Beaucoup. Trop? Non, parce que j'avais pas le choix. Donc non, pas trop. C'est beaucoup. Looking back, là, je me dis, waouh, c'est beaucoup. Ce même argent, t'aurais pu le foutre dans de la crypto et faire plus d'argent peut-être? Si les vents sont favorables, ouais. Si j'avais tout mis dans le Bitcoin, ça aurait été très sympa. Mais ça t'aurait intéressé en fait? Non, parce que chemin, quoi. Il y a une aventure de ouf. Il y a des gens de ouf. Il y a parfois c'est plus. T'as plus de moments relous que de moments où tu célèbres. Mais ces moments, les bons moments, c'est une ivresse que je peux pas te décrire. Alors que je vous le spoil, il célèbre pas ses victoires et on va en parler un petit peu. On file à la fin. Enfin, là, je vais quand même te manger bien 15 minutes avec beaucoup de questions. Ouais, juste avant, je veux juste arriver sur une chose. Tu peux nous raconter là les enjeux et ton quotidien, à quel point il a changé de avril-mai. On va dire que tu gérais des merdes pendant 5 mois et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et fais ta pub. Ça se passe comment pour commander un vinyle sur Vinyl ici? Ça prend combien de temps en termes de livraison? 7 jours. Non, je rigole. 5 si t'es gentil. Je pense que pour l'instant, on est sold out. Ok. Donc, il n'y a pas de délai. Sauf pour Yacine. Sauf pour Yacine. J'essaierai de te glisser quelque part. On a un délai de 1 à 2 mois, mais sauf que là, on va reprendre les expéditions à partir de janvier 2026. Ok. Et comment ça fonctionne? On va sur la plateforme. Donc là, tu livrais, hein, tu me dis ce matin, tu faisais des colis, tu es en train de terminer les commandes. Ouais, c'est ça. Je mets les mains dans le plat aussi, comme tout le monde. Ouais, les gens, ils croient que t'es derrière un ordi, pas du tout. Hein. Non, tu mets les mains dans le cambouis. Des fois, je suis à 4 pattes en train de gérer des câbles. Il y a pas de... C'est pas parce que je suis CEO que je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Ok. Je fais partie des derniers à partir du bureau. Je passe le balai des fois, quand c'est pas super bien fait. Cet amas de commandes là qui est arrivé, il est arrivé à quel moment? Pardon? L'amas de commandes, je dis ça parce que si je regarde, j'ai l'impression que jusqu'à avril-mai, peut-être que la réputation a pris un coup. Ouais, un petit peu. Comment vous avez surmonté la pente? On a expliqué, on a été transparent sans trop raconter notre vie. On a été transparent, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. On s'est justifié sur plein de choses, parce qu'il y a des choses qui ont été légitimes et qui n'étaient pas de notre ressort, malheureusement. Okay. Maintenant, ça reste notre faute. On prend la responsabilité. Quoi. Non, on prend la responsabilité. Oui, on a merdé sur plein de choses. On a fait des choses géniales. Donc, on en prend responsabilité. On est désolé. On va faire mieux. Et aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Et le fait que vous soyez serein sur tous vos process, donc déjà, tu as peut-être réussi à reconvaincre des gens, mais je sais pas, vous avez fait de l'ADS à ce moment-là? Vous avez commencé comment? Ouais, beaucoup d'ADS. Il y a eu de l'ADS. Ouais. C'est comme ça que les commandes ont commencé à venir, etc. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez vu le chiffre, donc le numéro de commande, enfin le nombre de commandes, et là, tu as remis en question tes process en te disant attends, faut ralentir là. Ouais, c'est arrivé quand ça? C'est arrivé un peu avant qu'on ait plus de machines, au mois de novembre, avant Noël. Là? Non, l'année dernière. Ok, non, moi je te parle de là, justement. Cette année? Ouais. Est-ce qu'après le regain de noto et d'intérêt des clients, est-ce qu'il y a eu une limite sur la prod là ou toujours pas? Ouais, c'est pour ça qu'on est sold out. D'accord, ok. On n'a pas plus de produits parce que ça se presse, ça se fait. C'est juste qu'on n'a pas le temps pour tout faire, donc on ne vend plus. Tu peux acheter, mais c'est de la précommande. Et donc tu peux pas décevoir non plus. C'est ça, exactement. Ok. Et surtout pour Noël. Et moi je te pose la question, on va aller un tout petit peu plus loin. C'est quoi ton ambition à 5 ans? C'est une belle question. Il y a des projets que j'ai envie de faire au sein de Vinyl ici avec certains artistes et ou certaines marques. C'est des projets qui sont des projets d'envergure. C'est des beaux projets, visuellement très beaux. Ça veut dire qu'il va clairement pas me dire c'est quoi les projets. Je peux pas le dire. Ouais, j'ai bien compris. Il y en a qui sont en train d'être cook, il y en a qui sont pas encore. C'est autour de Vinyl ici. Ouais. Et c'est d'autres branches complémentaires. Alors non, il y a des produits chez Vinyl ici. J'adorerais faire un vinyle pour X ou Y artiste, par exemple. Mais qui X ou Y? Dis-moi qui. Ce serait qui ta collab de rêve? Le vinyle de rêve? Ouais. Michael Jackson. Mais c'est pas possible. Mais on aurait fait un truc tellement beau.
On aurait fait un truc tellement beau pour ça. Parenthèse, il y a un super biopic qui sort en 2026. T'as vu, ouais. Ça a l'air très J'adore très ce lourd. mec. Et attends, donc tu me disais d'autres projets, à 5 ans, ça représente quoi? Est-ce que tu peux me parler de chiffres? C'est quoi? Le Saber, il est fier, là, dans 5 ans. Il va voir sa maman, ses parents, il leur dit, regardez, ça n'a pas été un long chemin tranquille, là, un long fleuve tranquille, mais j'y suis arrivé. C'est quoi cette arrivée? C'est d'automatiser un petit peu les process, qu'on puisse prendre du temps pour nous aussi, les associés, qu'on puisse prendre du temps, parce qu'on est quasi 24/7 au bureau. On travaille à l'atelier, on travaille tous les jours et la nuit. C'est de plus avoir ce rythme-là déjà. Okay. Et là, mes parents se diront peut-être, tu me parlais de mes parents, donc je pourrais les voir et je pourrais avoir du temps pour eux, passer du temps, et ils se diront ok, ça bosse, mais il a du temps, parce que là, ils me voient pas, ils me connaissent plus. Quand tu parles tes speed, ils voient que t'es pas là. Quand je parle, exactement. Ok. J'ai 2 petits neveux qui sont comme mes petits frères qui me voient rarement et que du coup, tu vois, tonton il est là, bah non, il est pas là. Tu t'en veux de ça? Ouais, un peu. Un petit peu. Mais c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour créer quelque chose. C'est pour créer, ouais. Ok. Bon, je sais que tu veux créer un empire. Moi, je mets le mot parce que tu me l'as pas dit là, mais on l'avait dit. Et la deuxième chose, j'avais dit en vrai, à la première question, je te dis, c'est quoi ton ambition? Tu m'as dit prendre des vacances. Prendre des vacances. Ouais. Donc, on en a parlé. Moi, je veux quand même parler de ton associé 30 secondes. Ouais, bien sûr. C'est comment de bosser avec sa femme? C'est dur, drôle. Mais tu vois, on parlait de confiance, c'est compliqué de donner la confiance aux gens, etc. Là, c'est un truc où s'il y en a un qui dort, l'autre peut être réveillé sans problème. Enfin, si un est réveillé, l'autre peut dormir sur ses 2 oreilles. Qui a dû plus apprendre à bosser avec l'autre? Pour qui ça a été difficile? Donc, j'ai toujours eu le truc dans mon carnet de correspondance, ne sait pas travailler en groupe. Solitaire. Il veut tout faire tout seul. Alors que tout ce que tu fais est tourné avec les autres. Ouais, mais j'aime bien quand j'aime bien quand c'est moi qui le fais. Au moins, il n'y a pas de problème. Mais là, je dois apprendre à donner des choses, prendre des choses, faire des choses pour l'autre, que l'autre personne fasse des choses pour moi. C'est différent. Sur cette dernière année, et sois honnête, est-ce que tu t'es déjà demandé, ou ensemble, vous vous êtes déjà dit, est-ce qu'on n'arrêterait pas? Ouais. Ouais? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui et que vous continuez? La persuasion. Là, quand c'est toi qui bégaye et qui doute, c'est dur de te persuader tout seul. On a eu beaucoup de malchance. On a beaucoup de galères qui sont pas des galères et que les fournisseurs ne comprennent pas, que ce soit sur les produits, que ce soit sur le dev. Il y a des galères qui n'existent pas et qu'on se prend tout le temps. Et au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, est-ce que c'est pas un signe qui nous dit, mais en fait, arrête. Et on arrive à se cheer up l'un vers l'autre. C'est elle qui te cheer up ou c'est toi qui la cheer up? C'est les deux. C'est mutuel. Ouais. Okay. Moi, il y a pas longtemps, j'ai pété un plomb et j'allais prendre un truc, prendre une machine sur laquelle beaucoup de choses reposent et je me suis dit, mais je vais la prendre et je vais l'encastrer et je vais me battre avec. Ça va être un 1 contre 1, c'est vs la machine. C'est de l'autosabotage, et là. C'est elle qui est venue, t'as le petit massage qui fait du bien et qui me dit, hey, vas-y, va allume ta play, va faire autre chose. Vinny Lacey existe parce que, je le rappelle, tu voulais lui faire un cadeau que tu vas lui faire, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr, je vais lui faire. Vinny Lacey aurait continué sans elle si tu avais été tout seul? Non. Non? Non, parce que... Dans de l'adversité, il y a un moment où tu aurais laissé parler ta haine et tu aurais fracassé la machine. Enfin, ça aurait peut-être pas été la même chose en tout cas. On n'aurait pas cette image-là, on n'aurait pas Parce que j'ai beaucoup d'exigences et des hauts standards pour Vinny Lacey, mais c'est bien de les avoir. Mais il faut les faire respecter et il faut les maintenir. Et je pense qu'elle, c'est le bon équilibre dans la force pour ça. On la salue. On la salue. On va arriver aux questions de fin. Moi, je veux quand même parler d'un truc. Tu m'as dit, clairement, tu me l'as dit, on nous l'a mise à l'envers. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Comment t'arrives pour quelqu'un dont le job est de choper la confiance des gens quand il s'agit de vendre, mais aussi en tant qu'entrepreneur pour recruter? Comment tu fais face à ça? Est-ce que quand tu es entrepreneur, on est vraiment seul contre tous, ou est-ce que tu as quand même un message d'espoir en te disant que il y a des mauvais partout, mais il y a quelques bons qui se cachent? C'est dur de répondre à cette question parce que il y a beaucoup de gens qui sont autour de l'entrepreneur et il y en a plein qui
y a beaucoup de monde autour de l'entrepreneur ou des entrepreneurs, et t'en as beaucoup aussi qui tombent comme des quilles. À cause de problèmes d'ego, de choses où on n'est pas d'accord. De tellement de choses dont on a parlé dans ce podcast. Mais grave. Plein de raisons. Dans un premier temps, il y a beaucoup de situations reloues où tu perds beaucoup de monde. Parce que C'est de la jalousie, c'est quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Je pense qu'il y a certaines personnes où c'est une part de jalousie, d'autres où ça comprend pas. Mais ça fait tant de temps que t'as pas appelé la personne, mais en fait, je suis occupé. Beaucoup de gens connaissent l'adresse de mon bureau. Personne vient. Parce que t'es pas aux soirées, parce que t'es pas ceci, parce que t'es pas là, parce que t'es pas là à faire des stories sur Instagram, parce que t'es pas dans les ambiances où il faudrait être. Et c'est dommage, parce qu'on a perdu beaucoup de monde comme ça, des gens qu'on appréciait, des gens qu'on estimait, et d'autres où c'est un peu de jalousie, où ah ouais, bon, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et derrière, ouais, ça va pas durer. Et qu'est-ce que tu dirais? C'est une vraie question. Là, on parle de l'entourage. Et on va pas se mentir, le podcast que je fais, les gens que je reçois, vous êtes tous un peu des ovnis. Vous êtes tous des marginaux. Bon, moi, dedans aussi, je peux me le mettre, mais... Viens avec nous. Allez, je rentre. C'est juste, je suis pas encore légitime dans ma tête. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver mais petit à petit. Qu'est-ce qu'on dirait à l'entourage de personnes qui essayent qui rêvent, qui osent et in fine qui créent, même s'ils font de la merde, même s'il y a des artistes qui, on estime, tu vois, ça va pas plaire à tout le monde. C'est quoi, toi, ton message à l'entourage de ces artistes, l'entourage de ces entrepreneurs? Comment on peut les soutenir? Surtout quand on ne les comprend pas, dans leur solitude, dans leur lubie parfois. Il faut accepter les choses. L'entourage n'accepte pas. Mais en fait, ce que je veux dire à cet entourage-là, c'est que c'est pas de votre ressort. C'est pas de leur ressort, c'est pas à eux de prendre ces décisions. C'est à l'artiste ou l'entrepreneur. Et soit on l'accepte et on vit avec et on soutient et t'es proche, présent physiquement et psychologiquement. C'est pas que de la présence physique ni que de la présence psychologique, c'est les deux. Soit tu dis non dès le début en fait et tu fais pas partie de l'entourage. Est-ce que concrètement, hein, parce que ton entourage, tu leur demandes pas de te trouver la machine, on est d'accord? Non. Hein. Non. La seule chose que t'attends, c'est quoi? C'est juste qu'on t'appelle et qu'on te montre qu'on est là pour toi? Juste cette présence aurait été assez? Soutien moral parfois. Le soutien moral, c'est écouter. Hein. C'est ça. Et quand il y a quand tu revois des personnes, c'est pas ah mais c'est bon, tu te la racontes depuis que. Mais en fait, je me la raconte pas. Est-ce que tu sais ce que je vis tous les jours? Est-ce que tu es là pour aider? Parce que quand toi, t'as une galère, tu peux m'appeler à 4h du mat, et je suis éveillé parce que je suis en train de bosser, mais je vais te répondre et je vais t'aider. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois le PDG de Nike ou que tu sois demandeur d'emploi, c'est pareil. Donc, soyez à l'écoute, soyez présent. Quoi. Soyez à l'écoute, soyez présent et soyez proche des gens. Parce que parfois, les gens peuvent en avoir besoin sans le montrer. Je te pose mes dernières petites questions. Vas-y. J'ai dû ressortir un petit peu mes notes. Je suis sûr qu'on doute au quotidien, malgré ton grand gabarit, il fait pas genre. C'est quoi la dernière fois que tu as douté? Et c'est sur quoi? Dans le cadre de ton travail? Podcast. Le podcast, là? Qu'est-ce que je vais raconter à Yacine? Tu t'es dit que ta vie était pas intéressante? Non, mais tu doutes surtout. En fait, il faut être prêt à douter surtout. Et je pense que si tu ne doutes pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es trop sûr de ton truc. Il y a toujours 1% de doute. Ok. Qu'est-ce que je vais te raconter? Est-ce que ce que je vais dire va être pertinent pour tes auditeurs? Est-ce que toi, tu vas passer un bon moment? Alors moi, je crois que oui, mais ça super, j'en suis très content, mais ça reste... Alors, je te dis pas que je me suis réveillé en angoisse. Qu'est-ce que je vais faire avec Yacine? Non, mais c'est important pour moi de venir ici. Je suis ton invité et je veux... Tu veux bien faire à chaque fois. Je veux bien faire, toujours, ouais. Ok. Sans forcer le truc, mais j'ai pas envie que tu partes d'ici en disant putain, c'était naze, on n'a rien appris. Et j'ai pas envie que les auditeurs se disent j'ai rien appris, ça sert à rien son histoire. C'est quoi dans ce cas-là, dans la même manière, pour mes auditeurs et aussi pour moi, le conseil business qui pour toi est hyper important, même si au fond on n'a pas envie de l'entendre, même s'il nous fait mal à entendre. C'est quoi le conseil? Je pense pas qu'il fasse mal à entendre, au contraire. Ok. J'ai vu une image sur Instagram où c'était un Algérien face à 10 000 personnes. Il disait ouais, j'ai raison, vous avez tort. Bah ouais, j'ai raison, vous avez tort. Et ça, faut se l'enregistrer. Alors attention, à prendre avec des pincettes. Mais il y a des fois où même si t'as ce petit doute, il faut que t'aies ce petit doute. Mais il y a des trucs où
il faut se lancer, il faut sauter dans l'eau. Même si on te dit t'as tort, ça va pas le faire, c'est de la merde, fais-le. Il y a un juste milieu entre résilience et obstination. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis pas sûr que le berger aille demander l'avis à ses chèvres pour savoir où aller. C'est ça. Alors après, je compare personne aux chèvres. Mais quoi Non, moi je considère que vous tous qui portez des projets, vous êtes des bergers, vous essayez d'embarquer des gens avec vous. Ouais. Mais tout le monde n'est pas visionnaire pour vous croire dans vos délires, parce que ça. c'est un délire au départ. Quoi. Exactement. Et puis, une fois que en tant que berger, tu as réussi à amener du monde avec toi, tu as aussi ce truc de personne va être d'accord. Et moi, c'est des choses qui arrivent, où on me dit, mais pas du tout. Et il faut accepter de passer pour le méchant, passer pour le con, parce que tu as une vision qui va un peu plus loin et tu as pensé à d'autres choses que les autres ne prennent pas forcément en compte dans la situation donnée. Donc, il faut, même si tu as cette partie de doute, il faut se faire confiance quand même. Il faut croire en toi. Et c'est un peu bateau. C'est ce que tous les artistes disent à la télé. Crois en ce que tu fais, crois en toi. Mais c'est vrai. Bah, justement, je suis pas sûr que... Je sais que tu as dû croire en toi par la force des choses, mais c'est pas l'école qui te l'a appris. Non. Au contraire, c'est de l'adversité qui t'a fait que... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et moi, je parle de l'école parce que c'est un socle commun qui est super et magnifique à tous les Français jusqu'à 16 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est une matière, peut-être juste une phrase ou une activité pour faire en sorte que les gens comme toi, comme moi, qui ne se reconnaissent pas et qu'on les valorise en fait dans leurs différences, qu'on se retrouve quelques années plus tard à monter des boîtes, des projets, faire des podcasts, essayer d'inspirer d'autres personnes. Alors, je vais avoir une réponse un petit peu trop marginale, je pense. Parce c'est que ça qu'on veut. J'ai un problème avec alors, l'école, c'est magnifique et c'est génial d'avoir accès à l'école. Ça, il n'y a pas de question dessus. Mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient être adaptées. Si j'étais prof demain, je serais Onizuka. C'est qu'en fait, plutôt que de te raconter l'histoire de Cléopâtre et te l'écrire sur un tableau, je te ferais vivre le truc. Et en fait, je pense que ça aiderait si l'école pouvait adapter son discours aux élèves qui y a en face. Parce que quand t'es élève de 5e et que t'apprends l'histoire de l'Égypte, t'as pas envie de faire un cours magistral sur l'Égypte, t'as envie de vivre l'Égypte, t'as envie de voir les pyramides. Alors, je dis pas qu'il faut emmener tous les élèves au Caire, mais imaginer un peu plus le truc, le tourner un peu plus... Est-ce que c'est faire participer et rendre les gens concernés par le sujet dont on leur parle ? Exactement. Plutôt que juste leur balancer de la théorie. Exactement. Et leur faire écrire et avoir des mal aux mains à la fin. J'ai mes petits frères, mes petits-neveux, mes petits frères qui avaient un contrôle sur Napoléon. Et je sais plus ce que c'était. En fait, j'avais le cours sous les yeux parce que je saurais pas trop te raconter l'histoire de Napoléon, ça fait trop longtemps. Et en fait, plutôt que lui expliquer les dates, etc., je lui explique avec mes mots. Et je dis en fait, il est arrivé, il a déboîté tout le monde. Il a découpé des mecs, et en fait, il s'était mais il est trop fort en fait. Et je dis mais ouais, mais c'est Napoléon. Et donc en fait, ensuite lui, il sait qu'il va devoir retravailler le truc par rapport à son contrôle. Il va falloir qu'il mette les formes. Mais il s'est approprié l'histoire. Et en fait, quand il marche en allant au collège, il se dit mais Napoléon c'était un ouf en fait. En fait, il a décapité tout le monde. Ouais, il en avait rien à foutre. Calme sur le ouf, mais ouais. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il l'assimile à une série TV ou un truc comme ça, quelque chose qu'ils ont l'habitude de consommer plutôt que juste l'écrire au tableau. Et en fait, ça enlève de la réalité à cette histoire-là. Alors là, je te parle de cours d'histoire, mais ça vaut pour... C'est le meilleur truc. C'est-à-dire, moi, je te le dis, je l'ai vécu la veille du bac. Je vois que je suis pas du tout au point en histoire. Et moi, j'étais scientifique et tout. On s'est posé au parc avec un pote. On allait boire une bière. Je me souviens, mais genre 2 jours avant le bac, il m'a raconté des chapitres comme ça. Il me les racontait. Je me dis, mais lui, c'est un ouf. Il est arrivé, il a commencé à dire. Je dis, mais non. Et en fait, c'est des trucs qui sont revenus. Et évidemment, en fait, je trouve que... Dis-moi si je me trompe, mais c'est le 0 to 1. C'est pouvoir te projeter dedans. C'est ça. Et ensuite, quand tu relis tes textes... T'entends ton Saber te le raconter avec sa voix. Exactement. J'ai ma dernière question, j'en avais tellement, mais tu m'as apporté énormément de valeur. Je vais te mettre face à un paradoxe. Ouais. On a bien compris qu'il y a une manière... En fait, tu es content de ce que tu fais, mais tu n'es pas encore totalement fier et tu n'as pas accompli, en tout cas, toutes tes ambitions. Et c'est super, c'est comme ça, il faut avancer. En revanche, je t'emmerde sur un truc. Je crois que tu ne sais pas célébrer tes victoires. Je crois que je vais aller plus loin. Quand tu arrives à accéder à quelque chose... et que tu commences à l'atteindre, peut-être il t'intéresse plus, tu as envie d'aller sur plus haut. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un problème et est-ce que c'est pas un moteur ? Qu'est-ce que tu dirais ? Et je pense, je peux me reconnaître aussi dans ça. Qu'est-ce que tu dirais à toi-même et à nous tous, là, les éternels insatisfaits ?
Je peux pas donner de conseils aux éternels insatisfaits parce que je fais partie de la gamme aussi. Donc, je peux pas donner vraiment de vrais conseils. Mais comme tu l'as si bien dit, en fait, dès que tu t'approches du premier but, du coin de l'œil, tu vois un autre truc et tu te dis, mais ça peut être bien aussi. Bon, ok, ça, on l'a fait. Et en fait, moi, la dopamine, je l'ai pendant que je fais ce truc-là. Tu vois? Mais une fois que c'est livré, que t'attends les résultats ou le content... Le boulot, il est fait. C'était cette aventure-là qui était cool pour moi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu plus de mal à célébrer. Je me souviens, je t'avais donné un exemple. J'ai passé mon permis, je l'ai eu, et t'as tout le monde qui me dit « Oh, mais c'est trop bien !» Je dis « Mais c'est normal, j'allais l'avoir un jour dans ma vie, de toute façon. » Mais j'ai passé un bon moment à apprendre à conduire. C'était cool. Bref, l'aventure est terminée. Donc, c'était cette aventure-là qui était la source de dopamine. C'est peut-être pour ça que je célèbre pas. Je pense que c'est bon de célébrer, parce que j'aime célébrer avec les autres. Pour moi, je m'en fous parce que c'est déjà fait. Donc le conseil, célébrez-le si vous avez envie. Et j'aime bien l'idée de te dire que... Moi, j'en ai parlé avec ma famille. J'ai raté mon permis une première fois, mais si je me dis c'est un truc de ouf d'avoir mon permis, je me dis quoi? Que je suis plus nul que tous les millions de Français qui conduisent? Exactement. Et il y a ce truc où je suis en mode non, faut pas que je me dise que ce soit une finalité. Mais d'un autre côté, quand tu as des projets qui te pèsent et que tu arrives à la fin, bah en fait, quand ton doute a commencé à baisser, t'es déjà sur autre chose. Alors que c'était ce doute qui te faisait kiffer. Donc, mais je trouve que c'est intéressant. C'est un moteur et on va en parler autour d'une clope. Les amis, un grand merci, Saver. Ça merci va, à toi, t'as pris du plaisir? Ouais, tu t'es pas pris en traître? Non, jamais. Jamais. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et on va discuter de vinyle et de plein d'autres choses. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Moi, j'aime bien terminer là-dessus. Je vais te donner le mot de la fin, promis. Moi, je dis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Mais donne-moi ce petit message d'optimisme à mes invités, mes auditeurs et auditrices. Croyez en ce que vous faites, même si les gens vous disent que c'est nul. Croyez, il faut croire. Et rien que le fait de croire, ça va te donner plus d'accès à ce super pouvoir. Et par rapport aux célébrations, parce qu'il va y en avoir, forcément, si vous ne célébrez pas, profitez de l'instant où vous construisez ce truc-là. Profitez de l'aventure, parce que looking back, c'était cool en fait. Et c'est ça qui est important. À la semaine pro. Ciao, ciao. Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.